dama xamal la leneen lu ci topp mooy bébé Cheikh buñ ko indiloon jabar moo la gën a nekk góor ndax moom mën na koo jël te du utiliser baaraamam ma sama ak yow. Quel face-à-face impitoyable. Bass a complètement détruit Aladji avec ses punchlines. Il l'a achevé, les gars, en lui balançant des vérités sans filtre. En même temps, en tant que coach de vie, Bass sait parfaitement où frapper pour atteindre des émotions des gens. Et là, c'était du grand art. Je pense qu'à son grand âge, personne n'avait encore jamais osé parler à Aladji comme ça. Et ça fait encore plus mal venant d'un homme comme lui. Non seulement Aladji apprend que Bass et Diama ont eu des relations très intimes, mais en plus, Bass lui dévoile qu'il connaît son plus grand complexe, donc son impuissance qu'il a heureusement récemment soigné. Cette confrontation, c'était un vrai combat de coq. Même si Bass était en position de faiblesse, donc coincé dans une cellule de prison, il est quand même resté fort et il a réussi à toucher Aladji là où ça fait mal, surtout lorsqu'il a évoqué son fils préféré, un bébé Cheikh. Non, quand Bass a évoqué l'enfant, on a senti qu'il a dépassé toutes les limites. C'était d'ailleurs le petit bémol par rapport à ce face-à-face là. J'ai pas trop aimé le fait que Bass ramène les enfants dans leur bail là. C'est comment? C'était vraiment un coup sans pitié et Aladji ne peut que subir les conséquences de ses propres actes, ou je dirais plutôt de son inaction envers Diama qu'il a toujours traité comme acquise. Parlons de cette scène qui est très symbolique, la scène où on retrouve Diama devant les barreaux, mais on dirait qu'elle est plutôt derrière les barreaux d'ailleurs. Cette scène où Diama s'effondre en prison comme ça en tenant les barreaux, je trouve que c'était une image forte. On sent qu'elle est prisonnière non seulement de cette situation, mais aussi du jugement de la société, des décisions d'Aladji et des manipulations de Bass aussi. On n'oublie pas que Bass l'a manipulé. Même s'il a l'air de gagner la sympathie du public en ce moment, Bass, pour moi, reste quelqu'un de sournois. Et je trouve que dans cette scène où on le voit lui derrière les barreaux et Diama devant les barreaux, il y a un petit côté on coule ensemble quoi. Si tu coules, je coule avec toi. Tout semble s'écrouler d'ailleurs en ce moment autour de Diama. Et on se demande comment elle va faire pour affronter tout ça. Surtout maintenant qu'elle sait que Aladji connaît la vérité. En plus, elle a signé des papiers dans la précipitation là. On croise les doigts pour qu'elle se retrouve pas dans un piège juridique qui va aggraver encore plus sa situation. Parlons maintenant de Awakine, que je continue de trouver assez ambiguë, cette femme là. Elle a été un peu plus présente que d'habitude pour Diama dans ces derniers épisodes. Elle l'a beaucoup soutenue et elle a même appelé sa famille pour lui venir en aide. Mais est-ce que ça suffit? Je trouve son rôle ambigu. Même si les scénaristes veulent la rendre un peu plus importante en ce moment là, c'est comme si voilà, ils ont entendu les critiques des téléspectateurs et ils essayent de gonfler un peu plus le rôle d'Awakine. Oui, elle a remarqué les changements chez Aladji. Oui, c'est une amie qui peut se montrer attentive, mais ses réactions ne sont pas toujours appropriées. Et cette petite phrase qu'elle balance à Diama là, sur son règne qui prendra bientôt fin. Franchement, Awakine, je sais pas. Certes, c'était peut-être, oui, dans la rigolade, mais franchement, je la trouve trop ambiguë. Je suis pas convaincue par son amitié, parce qu'on voit très clairement qu'elle est capable d'appeler la famille de Diama lorsqu'il le faut. Lorsque Diama a besoin d'aide, et sans que Diama lui demande forcément de le faire, Awakine peut donc appeler la famille, quoi. Et pourtant, à plusieurs occasions, quand Diama avait besoin du soutien de sa famille, Awakine ne les a pas forcément appelés. Elle a préféré garder les secrets ou bien agir avec légèreté, comme elle sait si bien le faire. Oui, Awakine n'a pas un mauvais fond, mais elle manque de constance en fait pour être un réel atout dans la vie de Diama, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez. Parlons d'ailleurs de ce soutien que la famille de Diama lui apporte. C'était beau de les voir réunis comme ça autour de Diama. Elle en avait besoin et ça fait toujours du bien, mais je trouve que ça arrive un peu trop tard. Ça fait du bien au moral de les voir, mais j'aurais aimé les voir présents dans les moments vraiment plus décisifs que ça. On sent qu'ils tiennent à elle, mais ça manque de force par moment à mon avis. Parlons maintenant de Sering, qui est toujours aussi controlling à mon avis. Franchement, il n'a pas vraiment changé et cet épisode nous le confirme un peu. Je trouve qu'il garde un petit peu les traits de caractère de son père, en mode l'homme qui n'aime pas du tout partager ses femmes, quoi, tu vois. Son comportement envers Amina devient de plus en plus oppressant. Il débarque chez la daronne comme ça pour exprimer son mécontentement, mais qui t'a demandé? Amina est devenue prisonnière dans sa propre maison, quoi. Mais franchement, Sering, ça c'est de la jalousie, ça arrête, c'est de la jalousie cachée. Sering est clairement toujours amoureux d'Amina, ou bien, si c'est pas de l'amour, en tout cas, il est possessif. Il ne veut pas la partager, il supporte pas du tout l'idée qu'elle puisse refaire sa vie, ou même fréquenter quelqu'un d'autre. Si c'est pas le fils d'Aladji, ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est du Sering tout craché. Il aime trop donner de l'espoir comme ça aux gens. Il avait fait pareil avec la proposition de mariage de Hadji, là, au début. Maintenant, il est en train de nourrir les espoirs de la mère d'Amina. Il a repeint sa maison, carrément. Je trouve
trouve que s'il sait vraiment qu'il n'a pas l'intention d'épouser Amina, il ne devrait pas faire tout ça, quoi. Au pire, on nous le montre en train de donner un peu d'argent à Amina, mais aller jusqu'à repeindre la maison de la daronne, venir voir la daronne comme si Amina était sa femme légitime, c'est un peu exaggerated à mon avis. Adi, pendant ce temps, savoure sa victoire en ce moment. Hein. Elle passe plus de temps avec Sering, mais je trouve qu'elle est tombée dans le même jeu mesquin qu'Amina. Malheureusement, Adi, elle a perdu des points à mes yeux. Cette scène où elle laisse Amina écouter sa conversation avec Sering là au téléphone, c'était franchement décevant. J'ai trouvé ça inutile, tellement bas. T'as quoi à prouver? Elle a rien à prouver, Adi. Elle n'avait vraiment pas à faire ça. Et ça montre en fait que toutes les deux là, Adi et Amina, sont dans une dynamique toxique de provocation. Hein. Parlons de la pauvre Konya et sa situation qui nous dévoile l'hypocrisie de la société. Elle a donc été mise à la porte par son père imam. Konya est vraiment victime d'une double peine. Non seulement elle subit un VIOL, mais en plus elle est accusée d'avoir sali l'honneur de sa famille, quoi. Ce genre de réaction-là, c'est exactement ce qui pousse les victimes à se taire. C'est pour ça qu'elle voulait rien te dire, monsieur l'imam. Il a préféré protéger sa réputation plutôt que de comprendre sa fille. C'est tellement hypocrite de sa part, mais heureusement que la mère de Konya fait passer sa fille avant tout. Hein. Ce soutien, c'était tellement essentiel pour Konya. C'est grâce à ce soutien d'ailleurs de ses amis là qu'elle avait décidé dans un premier temps d'avouer la vérité. Hein, parce qu'elle s'était sentie épaulée, s'est sentie protégée et c'est ce qui l'avait incité à dire la vérité. Mais lorsqu'il s'agit de son père, Konya se renferme direct comme une coquille, hein, parce qu'elle sait très bien qu'il ne va pas du tout la comprendre. Ce thème du regard de la société, du poids des attentes sociales, c'est central dans cette série et cet épisode l'a très bien traité, franchement. Parlons maintenant de Asmao et Taïb. Un amour très symbolique. Le rêve entre Asmao et Taïb, c'est un moment clé dans cet épisode. On les voit donc sur une plage, un lieu souvent associé à la sérénité, à la réflexion, à un espace de transition aussi entre deux mondes. Taïb donne un pigeon blanc à Asmao et ils le relâchent ensemble pour qu'il s'envole au loin. C'était très beau, une scène très riche en symbolique. Le pigeon blanc que beaucoup peuvent assimiler à une colombe même, c'est un symbole universel de paix, comme Diama nous l'a dit, un symbole de pureté, un symbole d'espoir aussi. Dans le contexte de la série, il peut représenter plusieurs choses. La première chose, c'est la paix intérieure pour être précise. Pour Taïb et Asmao, ce pigeon blanc pourrait symboliser leur quête d'équilibre émotionnel dans un monde où les tensions sociales et familiales ont beaucoup d'importance. Le fait que Taïb donne cet oiseau à Asmao peut être aussi vu comme un geste d'offrande, une manière de lui dire qu'elle est un havre de paix pour lui et vice versa, hein, un symbole de bonheur authentique. Oh, mbegel, les célibataires là, ça doit être dur en ce moment. Ce rêve peut aussi symboliser l'union et la liberté, les gars. En relâchant ensemble hein, ce pigeon comme ça, Taïb et Asmao montrent qu'ils partagent une connexion spéciale. Lâcher le pigeon ou la colombe, je trouve colombe c'est plus joli quand même. Ça peut symboliser le fait que cet amour est sain, il n'est pas possessif en fait. Et pour Asmao, je trouve que lâcher ce pigeon peut symboliser le fait de lâcher prise hein, face aux attentes de la société comme ça, elle qui s'en fout complètement du regard de la société. Le rêve symbolise évidemment le mariage aussi pour moi, hein, déjà par la couleur, hein, le blanc qui fait référence au mariage. Et en plus, dans plusieurs cultures, la colombe est associée à l'amour éternel. Ce rêve peut très bien être prémonitoire, il symbolise leur désir inconscient de se marier. La dernière chose que ce rêve pourrait représenter, c'est la transformation. Comme je vous l'ai déjà dit pendant la scène de la pluie aussi, hein, je vous disais que la pluie, l'eau comme ça, symbolisait la transformation et le nouveau départ. Je trouve que c'est pareil. Pour ce rêve, c'est un symbole de nouveau départ, d'amour pur et sincère. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez interprété d'une autre façon. Ce rêve nous fait rêver, nous aussi, hein, parce que ça, on a l'impression que leur histoire est tellement simple, alors que pas du tout. Il faut pas oublier que Taïb, c'est déjà le mari de quelqu'un. Il est déjà marié à Kodou, sa go de galère. Une femme qui a été avec lui pendant ses moments les plus difficiles. Kodou symbolise la loyauté, la résilience et l'amour inconditionnel. Hein. Donc l'arrivée d'Asmao dans la vie de ce couple, ça pose problème parce que déjà, comment Taïb compte faire? Épouser les deux? Est-ce que Asmao acceptera d'être une deuxième femme? Ça va un peu à l'encontre de sa personnalité indépendante. Est-ce que Taïb pourra assumer aussi son amour
on voit qu'il assume pas hein, déjà. Lorsque Kodou le confronte, va falloir qu'il fasse bien les choses. Hein. Ça va être difficile pour lui de ne pas trahir ses valeurs de fidélité et de gratitude envers Kodou. En tout cas, si les scénaristes veulent bien développer cette intrigue-là, ils vont devoir faire attention à ne pas caricaturer Kodou, je trouve. Hein. Elle mérite d'être représentée de manière juste et pas tomber dans le cliché de la femme qui va tromper Taïb. Tu vois, on va découvrir que pendant que Taïb fait le chauffeur, pendant qu'il est au travail, Kodou le trompe. Non, j'aimerais pas qu'on tombe dans un truc comme ça, ce serait trop facile. Kodou, jusqu'ici, je trouve qu'elle a une bonne image, elle incarne bien l'idée de la go de galère, hein, celle qui a soutenu Taïb avant qu'il ne trouve sa stabilité. Donc si Taïb décide de l'abandonner, ce serait tellement injuste. Sauf si Marodi nous donne vraiment une bonne raison. Est-ce que Taïb qui épouse 2 femmes, ce serait une possibilité pour vous? Après, ça rentre bien dans le thème, ça reflète bien la réalité sociale. Mais pour Asmao, ce sera sûrement un gros défi pour Asmao et pour Kodou, hein, bien sûr. C'est pas facile de partager son homme. Cet épisode a bien exploré les thèmes lourds comme le regard de la société, l'hypocrisie et la dynamique de pouvoir dans les relations. Dites-moi, vous, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé des personnages, leurs choix. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que l'hypocrisie des figures d'autorité, là, que ce soit Aladi ou bien Imam, a bien été représentée dans cet épisode? Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!